Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de travaux pratiques sur un simulateur de suspension active. Alors, cette maquette a été réalisée entièrement avec des Lego Mindstorms, avec la boîte éducation de ces Lego. Et vous la voyez en fonctionnement actuellement avec une consigne de position angulaire qui varie entre deux angles et avec un asservissement qui rejette les perturbations. Donc, comme on peut le voir là, hein, donc il y a un effet de réjection des perturbations. Alors ce système est constitué d'un moteur Lego qui lui-même entraîne une petite roue. Cette petite roue entraîne une grande roue dentée, donc il y a un facteur de démultiplication supplémentaire par rapport à celui qui a déjà à l'intérieur de cet actionneur. Entre cette roue et cette roue, on a une barre Lego, un axe Lego en plastique qui sert de barre de torsion. Ici, on a un bras, et au bout de ce bras, on a une masse. Cette masse est constituée de deux roues, donc c'est les pièces les plus pesantes en fait dans cette boîte Lego. On a un capteur ici, c'est un gyromètre, donc un capteur de vitesse. En intégrant la vitesse au niveau d'un schéma bloc Simulink, tout ça c'est connecté à Simulink. Donc en intégrant cette vitesse angulaire, on arrive à en déduire la position angulaire. Avec une légère dérive d'ailleurs, vous voyez que l'angle du bras dérive légèrement par rapport au début de l'explication. C'est dû au fait de l'intégration de la vitesse angulaire pour obtenir la position. Mais ce n'est pas dramatique. À l'échelle des essais de ce TP, on peut facilement corriger cette dérive et à la main remettre le bras à la position nominale. Alors, la première partie de ce TP consiste en une préparation, et cette préparation comprend trois questions. Alors, le sujet est mis dans la description de cette vidéo et également une notice de montage si vous voulez la refaire chez vous et si vous avez une boîte de Lego Mindstorms éducation. Donc, le PFD en rotation de ce système qui est décrit là, qui est schématisé ici, est donné par l'équation suivante. Donc, somme des couples est égale à l'inertie en rotation fois l'accélération angulaire. Alors, les couples, c'est le couple moteur, le couple exercer JA la barre de torsion sur le bras par le moteur. Donc ça, on l'appelle gamma A. Moins, donc ça s'oppose à ce couple moteur, moins l'effet de la gravité. Donc moins MA, la masse ponctuelle, qu'on considère ponctuelle là, des deux roues, fois G fois LA, donc la longueur du bras, fois cos θA est égal à l'inertie. Alors l'inertie c'est LA au carré, donc la longueur entre l'axe et la masse ponctuelle au carré fois la masse. Et donc inertie, ça c'est JA, on pourrait l'appeler JA, fois l'accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire, c'est double dérivation par rapport au temps de θ. Donc voilà l'équation dynamique de ce système en utilisant le PFD en rotation. Alors on nous dit qu'à l'équilibre, en fait, θ1, θ moteur, et évidemment l'accélération angulaire sont tous égales à 0. Ce qui veut dire que le point de référence angle égale 0 qui est pris pour le moteur, donc θm c'est côté moteur, l'angle côté moteur, θa c'est l'angle côté charge, et entre les deux il peut y avoir une différence. Cette différence c'est justement la torsion du bras. Et donc à l'équilibre, on a pris comme référence égale à 0 la position d'équilibre à la fois au niveau moteur et au niveau du bras. Et au niveau des angles absolus par rapport au sol, ça peut être légèrement différent, vu que même à l'équilibre, le moteur doit compenser
une déformation de la barre de torsion liée à la masse. Mais pour simplifier les choses, on a considéré que à l'horizontale, à l'équilibre, oui, à l'horizontale, ça c'est aussi important, et à l'équilibre, θA est égal à θm est égal à 0. Comme le couple exercé sur le bras, donc gamma A, est égal à un couple gamma A0, donc le couple nécessaire pour maintenir le bras à l'horizontale en statique, plus Ka, le coefficient de raideur de la barre de torsion, fois la différence d'angle entre le côté moteur θm et le côté du bras. Et comme à l'équilibre, hein, on a θ est égal à θm est égal à 0, on en déduit que gamma A est égal à gamma A0, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, à l'équilibre. À l'équilibre, bras horizontal. Voilà. Donc ce gamma A0, c'est l'offset, enfin l'offset de couple. On va ensuite éliminer des équations qui permet de maintenir le bras à l'équilibre à l'horizontale, quand rien ne bouge. Comme à l'équilibre θA point point est égal à 0, on peut écrire que gamma A est égal à gamma A0 est égal à le couple lié à la gravité, hein, donc l'effet de la gravité sur la masse, Ma fois G fois LA. Et maintenant, en injectant ce terme dans l'équation, en remplaçant donc gamma A par son expression gamma A est égal à gamma A0 plus Ka θm moins θA, en injectant ça dans l'équation de la dynamique, donc la première, et en remplaçant gamma A0 par MAGLA, on obtient MAGLA plus Ka facteur de θm moins θA moins MAGLA est égal à LA au carré MA θA point point. Et donc là, on voit que les termes liés à la gravité disparaissent. Et donc, on obtient une équation simplifiée où l'effet de l'offset lié à la gravité n'intervient plus. Hein. Et donc, on peut maintenant basculer cette équation dans le domaine de la place, faisant la transfo de la place des deux membres. Ça nous donne Ka facteur de θm de S, avec θm de S, la transfo de la place de θm de T. Bon, là, je ne distingue pas les lettres grecques, hein, mais normalement, il faudra mettre une majuscule pour indiquer qu'on a basculé dans le domaine fréquentiel de la place. Donc, θA de S, avec θA de S, la transfo de la place de θA de T, est égal à LA carré MA S au carré, vu qu'on dérive deux fois, θA de S. Et maintenant, il faut factoriser la sortie de ce modèle. Alors la sortie de ce modèle, c'est θA de S. L'entrée de ce modèle, c'est dans le sens de la causalité, hein, c'est d'abord le moteur qui agit, qui fait tourner, qui tord l'axe. La torsion de l'axe génère un couple supplémentaire par rapport au couple qui est nécessaire pour maintenir l'équilibre.
et ce couple supplémentaire fait bouger le bras. Donc la causalité, c'est du moteur vers l'angle du bras, donc de θm vers θa, donc c'est θa sur θm qui nous intéresse, égal, et là, je vous laisse calculer ce que ça fait, hein, c'est pas bien compliqué. Oui, pour info, c'est pas non plus une solution complète, hein, du TP. C'est avant tout à destination de mes étudiants en cette période de confinement qui sont à la maison et qui doivent préparer cette séance de travaux pratiques, hein. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas données, hein, qui sont à faire à la maison. Et donc, mais c'est des points relativement accessible, hein, pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et donc dans la question suivante, la question 3 de la préparation, hein, on demande l'amortissement et la pulsation naturelle de ce système. Alors sans spoiler complètement ce TP, hein, on va évidemment obtenir un système du second ordre sous-amorti, même là on va considérer qu'il est, parce qu'il n'y a aucun endroit là dans cette équation dynamique où on a introduit du frottement. Bon, il y aura un peu de frottement, mais il se trouve que là la mécanique de ce système est telle que le frottement est relativement faible, hein, comme on va le voir, on va l'identifier par après. Et donc la forme générale du second ordre, je la rappelle ici, hein, c'est donc second ordre général, à cette forme-là, hein, 1 sur 1 plus 2 zeta sur oméga n, s plus s au carré sur oméga n au carré, avec zeta l'amortissement, qui dans ce cas-là sera forcément inférieur strictement à 1, hein, ou même très proche de 0 probablement, et en tout cas avec notre modèle simplifié égal à 0. Et oméga n, là, il faudra, je vous propose également de le trouver, hein. Ça fait aussi partie de la préparation, hein, ce oméga n, la pulsation propre de ce système. On néglige les amortissements, hein, et qu'on va également identifier par la suite. Donc là, ça clôt la partie préparation, la partie théorique de ce TP. La prochaine étape, c'est identification de ces paramètres sur la maquette en utilisant Simulink Coder. Donc toute la manip est faite dans l'environnement Simulink qui communique avec la maquette et avec une toolbox particulière à notre labo qui s'appelle RPIT. Je vous donnerai aussi le lien vers RPIT dans la description de cette vidéo. Sachez qu'on peut, je pense, également, mais j'ai pas testé, hein, faire ce TP avec la toolbox Mindstorms fournie par Mathworks, hein, qui fonctionne un peu pareil que RPIT, sauf que RPIT c'est plus custom, on va dire, customisé, une boîte à outils open source déjà, et faite ciblée pour les besoins de notre labo. Et nous, on a souvent des besoins temps réel, c'est-à-dire avec des délais très très courts, des retards minimisés. Et donc, on a préféré le faire, ce TP, parce qu'on maîtrise parfaitement le setup et qu'on peut éventuellement corriger les blocs s'ils ont un défaut, hein, vu qu'on a accès aux sources. On a préféré le faire sous RPIT. Alors dans cette partie, on s'intéresse à l'identification de la fonction transfert du moteur. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le moteur ici est asservi en position avec une commande numérique de type RST. Ce qu'on va essayer d'identifier là, ça paraît peut-être un peu bizarre parce qu'on va essayer de l'identifier là par une fonction transfert continue. On aurait pu directement l'identifier avec une fonction transfert, avec une méthode qui permet d'obtenir directement la fonction transfert échantillonnée, hein. Mais la méthode qu'on va utiliser là, dans cette partie-là, est une méthode qui donne une fonction transfert continue. Et surtout, on va essayer de simplifier la FTBF, la fonction transfert en boucle fermée de la commande numérique de position, et on va essayer de l'identifier avec un premier ordre, dans un souci de simplicité. Donc on va réduire l'ordre
du système, hein, et cette réduction de l'ordre, on va la faire de manière pratique en faisant une identification directement sur le système et en forçant une structure de modèle qui est du type premier ordre avec retard. Pour ça, donc on va d'abord faire un essai. Et alors, vous ouvrez le fichier qui s'appelle, qui est tout fait, qui s'appelle LegoFlex underscore OpenLoop. Et ce fichier comprend un générateur de signal où il faut mettre ici 2 degrés comme amplitude du signal carré de consigne, hein, donc ça va varier entre plus 2, moins 2, plus 2, moins 2, à une fréquence de 0,1 Hz. Donc toutes les 5 secondes, il y aura un basculement de la consigne de 2 vers moins 2 ou de moins 2 vers 2. Ça l'envoie cette consigne à un bloc qu'on peut double-cliquer si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, et vous voyez qu'il y a effectivement une commande RST. Cette commande RST envoie ici un pourcentage de rapport cyclique, hein, au Lego directement. Le Lego a des hacheurs en interne, des tout petits hacheurs, hein, 1 ampère crête. Mais n'empêche, on peut commander ce rapport cyclique, donc commander la tension d'induit de ce moteur-là. Donc vous voyez la structure RST avec R, S et T là. Ça a été pré-réglé pour vous, vous n'y touchez pas, ça a été réglé de manière relativement optimale, hein, et notamment en filtrant le bruit de quantification. Donc on a utilisé le terme supplémentaire de la synthèse pour réaliser un filtrage passe-bas assez agressif du bruit de quantification. En effet, la mesure ici de position angulaire est réalisée ici en interne quelque part par une roue codeuse, et cette roue codeuse, bon, elle est relativement rudimentaire, hein. Il faut bien comprendre que cet actionneur-là, il coûte que 20 €, donc on ne peut pas avoir du haut de gamme au niveau de la mesure de position. Et donc ce pas de quantification est de 1 degré, ce qui est énorme, et donc qui génère un bruit de quantification énorme, qui est assez perturbant, notamment aux faibles vitesses. Donc là, dans ce RST, on réalise un filtrage assez efficace de ce bruit, sans dégrader la dynamique. Et donc au niveau des sorties, vous avez ici la position angulaire. Alors c'est la position angulaire de cette roue-là, hein. Donc il y a un coefficient qui est appliqué, qui tient compte du rapport de réduction ici. Il y a également θA dot, donc ça c'est directement la mesure du gyromètre, donc une vitesse angulaire en degrés par seconde, et ici c'est l'intégrale de cette valeur-là. Alors vous pouvez vous en assurer en double-cliquant ce bloc-là. Alors vous voyez que le gyro est connecté à l'entrée 1 de capteur du bloc EV3, et ici on a la vitesse angulaire, directement l'information brute du capteur, et là vous avez un intégrateur qui intègre donc cette valeur angulaire et qui donne la position. Et vous voyez que cet intégrateur est de type Tostin, hein, donc de type intégral trapézoïdal, hein, donc qui est meilleur qu'une intégrale qui réalise qui accumule les surfaces de rectangles, par exemple. On va lancer c'est pas une simulation, hein, cette expérience Hardware in the Loop. Alors un petit mot là-dessus, hein, donc là on est dans l'environnement Simulink, mais on va fonctionner en mode externe, c'est-à-dire que on ne va pas faire appel au moteur de simulation de Simulink, mais on va directement communiquer avec le système. Alors comment est-ce que ça marche? Déjà, il faut avoir une toolbox qui s'appelle Simulink Coder, il faut aussi avoir la toolbox Embedded Coder, et ça c'est optionnel, mais c'est mieux, vaut mieux aussi avoir la toolbox MATLAB Coder. Et donc quand je vais appuyer sur ce bouton-là, ça va convertir, Simulink automatiquement va convertir tout ce schéma bloc en code C. Ce code C va être envoyé sur une target. Alors la target ici c'est un Raspberry Pi. Ça peut être n'importe quel Linux, hein, qui fait tourner un Debian-like, donc Ubuntu typiquement. Ce source donc, va être envoyé sur, là en l'occurrence un Raspberry Pi, va être compilé automatiquement à distance, hein, tout ça c'est automatique. L'exécutable va être lancé. Ensuite, il y a une communication TCP/IP par socket qui va être établie entre
le programme distant sur la Raspberry Pi et cette interface-là de Simulink, et on saura que c'est connecté lorsque cette icône changera en mode connecté. Et ça va automatiquement lancer le mode externe. C'est pas un mode simulation, hein, c'est un mode où ça communique en permanence entre l'interface graphique ici et le programme qui tourne sur le Raspberry Pi, qui lui-même communique avec le matériel, là en l'occurrence le Lego EVE3, et le Raspberry Pi communique avec le Lego EV3 via un câble USB, et le câble USB il est là. Et donc quand vous suivez ça, vous arrivez à un Raspberry Pi. Donc c'est très pratique pour faire du prototypage rapide, hein. Il n'y a pas une seule ligne de code à programmer, et le code généré est fiable, c'est extrêmement robuste, j'ai jamais eu aucune erreur de génération de code automatique, hein, aucun problème de compilation, donc c'est quelque chose de vraiment très utile. Alors je vais lancer ça et vous allez voir donc le système bouger, et surtout vous pourrez suivre le processus en cliquant sur View Diagnostics au cas où quelque chose se passerait mal. C'est dans cette fenêtre là que s'affichent d'éventuels messages d'erreur. Donc je vais appuyer là-dessus, ça prend un peu de temps, mais ça reste raisonnable, une trentaine de secondes. Donc là vous voyez Code Generation, blablabla, il va l'envoyer sur la target qui est sur le réseau local, là, cette adresse-là, il détecte que c'est un Raspberry Pi, il synchronise les clocks, il kill les anciennes instances, il démarre automatiquement le mode externe, et quand on a le temps qui défile, là, ça veut dire que le mode externe a été activé. Donc là, tout s'est bien passé, il y a zéro erreur. Et on peut suivre maintenant en live ce qui se passe sur le système en double-cliquant là sur le scope. Et vous voyez que ça correspond exactement à ce qui se passe au niveau de la manip, hein. Alors je vais pas y toucher, hein, parce que là on est en mode identification, on va essayer d'acquérir une trentaine de secondes de données. Alors vous voyez au niveau des données, il y a plusieurs couleurs, il y a le jaune, c'est la consigne, c'est un beau carré, hein. Le bleu, c'est la réponse du moteur, donc la réponse de la boucle de position RST. On a le rouge qui est la vitesse brute qui vient du gyro, hein. On voit que c'est la vitesse parce que ça converge vers 0. Là, vous notez aussi l'amortissement très très faible, hein, de ce système. Et le vert, c'est l'intégrale du rouge. Donc c'est une estimation de la position. Alors vous voyez là, c'est déjà un peu décalé, hein, c'est normal, hein. Le biais, enfin on accumule des erreurs qui sont dues à des offsets, hein. Et là, au lieu d'osciller entre moins 2 et 2, ça oscille entre 0 et presque 4, hein. Donc voilà, c'est pas un problème, hein. Pour ce TP-là, on ne le laisse pas tourner pendant des heures non plus, hein. Voilà, donc là, on l'a fait tourner pendant 90 secondes, ça devrait suffire pour faire l'identification. Donc j'arrête l'expérience, stop. Et maintenant, je me retrouve avec, dans le workspace, une variable qui s'appelle motor. Et donc, je vais pouvoir me servir pour procéder à l'identification. Alors, pour faire l'identification, je lance une interface graphique d'identification qui s'appelle soit en invoquant ident, soit system identification. Bon, il préconise le deuxième, sachant que le premier va être rendu obsolète prochainement. Bon, soit. On démarre ça. Et la première chose à faire, non, alors c'est un workflow, il y a des flèches, hein. En gros, on part de là, on va là, on fait ça, et ensuite on va là, et puis enfin on va par là, hein. Donc la première chose à faire, c'est d'importer les données. Donc là, il s'agit de données temporelles, hein. Et dans le sujet, on vous donne ce qu'il faut introduire à ce niveau-là, hein. Donc la variable qui est dans le workspace et qui a récupéré toutes les données de l'expérience, c'est la variable motor. Motor. Et il faut récupérer, donc c'est une structure, il faut récupérer l'élément signals. Et dans l'élément signals, il faut récupérer l'élément values. Et ça, c'est un vecteur.
c'est le vecteur qui est le résultat du multiplexage là, dans Simulink. Et donc on va récupérer dans un premier temps la première colonne, donc ça c'est la consigne. Voilà. Et donc là c'est l'entrée, la consigne, et la sortie, bah, ça va être la mesure de position. La mesure de position, c'est le deuxième élément du vecteur. Alors on donne un nom à ces données, on peut appeler ça moteur, sous-entendu asservi en position. Le temps de début c'est 0 secondes. Et la période d'échantillonnage, vous pouvez mettre la variable globale qui est TS, qui correspond à 0,01 secondes. On travaille à 100 Hz ici. Quand tout ça c'est bon, vous appuyez sur Import. Et donc vous verrez apparaître ici les données. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant pré-processer ces données. Alors vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement. Je vous suggère de faire un Quick Start. Ça marche très très bien là pour ces données qui sont simples. Il n'y a pas de choses particulières à faire. Et notamment, le Quick Start va vous couper votre jeu de données en deux parties, deux moitiés. Une qui va servir à l'identification et l'autre qui va servir à la validation. En effet, quand on identifie, on ne valide jamais sur les mêmes données qui ont servi à l'identification. Alors pour l'identification, on va utiliser, vous voyez qu'il y a plein d'algorithmes. Parmi les algorithmes possibles, on va sélectionner l'algorithme qui s'appelle Process Models, qui permet d'identifier une fonction transfert continu à partir d'un jeu de données échantillonné. Et vous voyez, bon, vous pouvez sélectionner la structure de modèle, sa complexité. Donc on va rester simple, on va rester sur un premier ordre, mais on va quand même lui rajouter un retard pur. On peut lui forcer, on peut l'aider, cet algorithme, en lui donnant des indications, et notamment le gain statique, ici, on va le forcer égal à 1, en activant ici, en cochant ça, et en mettant 1 ici. Ça fige ce gain-là, donc il ne va pas chercher à l'identifier, il va considérer que le gain statique est égal à 1, et il va se focaliser sur le retard pur et sur la constante de temps. Donc là, vous appuyez sur Estimate, ça va prendre un certain temps, ça va démarrer un algorithme d'optimisation qui va trouver, qui va minimiser un certain critère, qui va permettre de trouver ici la constante de temps et un retard. Alors il faut savoir qu'il y a déjà un retard au moins au niveau de la commande numérique. Il y a aussi un retard probablement en interne dans l'application de la commande vers le variateur du Lego. Et il y a aussi 5 millisecondes de retard dû à la transmission USB entre le Raspberry Pi et le V3. Donc vous avez fini l'identification, donc vous pouvez fermer cette interface et le résultat de l'identification est apparu là. Vous pouvez le tester sa validité en cochant cette case-là. Ça vous ouvre une fenêtre qui vous donne ici ce qu'on appelle le fit en anglais et en français le pourcentage de correspondance. C'est un pourcentage. Donc là, ça veut dire que notre estimation là a un pourcentage de correspondance de 95%, ce qui est très très bon. En d'autres termes, donc là, entre ce qu'on simule, parce que là c'est pour la simulation, entre ce qu'on simule et ce qu'on observe, il y a une différence de 5%. Donc notre modèle est très bon, là en l'occurrence. On peut ensuite, maintenant qu'on a validé, exporter ce modèle. Vous faites clic droit ici dans cette petite fenêtre d'identification et vous pouvez soit exporter, soit appuyer sur Present. Et donc là, ça vous l'envoie directement dans le workspace, ça vous donne tous les détails, les tolérances et tout. Voilà. Donc l'identification du moteur est terminée et maintenant on va procéder de même avec exactement la même démarche pour l'identification de la fonction transfert du bras et de la flexibilité. Donc tout ce qui se trouve en fait après le moteur. Et une fois qu'on aura identifié cette deuxième partie, on met les deux blocs ensemble et on a la fonction transfert globale du système. Alors, on va maintenant identifier la fonction transfert entre la position angulaire de cette roue, donc qui est directement couplée au moteur, et la position angulaire du bras. Donc, c'est l'angle que fait le bras par rapport à l'horizontale et qui est estimé à partir de l'intégrale
de la vitesse angulaire fournie par le gyromètre. Donc pour ça, on va refaire une session idente. Donc vous quittez la session précédente et vous relancez une nouvelle session idente. Complètement vierge. Et vous allez importer des nouvelles données qui sont toujours temporelles. Avec ici, on va saisir maintenant la sortie du moteur, hein, donc la position angulaire du moteur fournie par le codeur incrémental. Donc ça, c'est motor.signals.values, deuxième colonne, c'est θm. Et pour la sortie, on va prélever dans la variable moteur la quatrième colonne correspondant à l'intégrale de la vitesse angulaire du bras, donc la position angulaire du bras. Voilà, pour l'entrée et la sortie, et on va appeler ça bras par exemple. On commence à t égale 0 et on échantillonne à 100 Hz et donc 10 millisecondes, et cette valeur est dans TS. On fait import. Et donc là, on va apparaître une courbe qui est un peu plus oscillante que précédemment, hein, donc qui reflète en fait le caractère oscillant, peu amorti, second ordre, peu amorti du système barre de torsion couplé à un bras, une masse, hein, au bout d'un bras. Et là, vous voyez quand vous affichez ces données qu'il y a une dérive lente. Hein, donc il y a ce comportement effectivement second ordre oscillant là, mais avec le temps il y a une dérive, et cette dérive donc on souhaiterait la supprimer. Alors pour ça on a une fonction d'idente qui s'appelle, alors on va pas faire un quick start là tout de suite, on va d'abord manuellement sélectionner Remove Trends. Remove Trends, c'est justement, ça permet d'éviter de compenser cette dérive lente. Vous allez tout de suite voir son effet. Vous voyez la courbe verte là, elle a été redressée, hein, corrigée de manière à rester toujours autour de 0. Donc on va maintenant travailler avec ce jeu de données. Alors pour ça, on va le glisser, déplacer ici, dans Working Data. Voilà, donc il m'a mis la version détrendée. Et maintenant, je vais pouvoir faire un quick start sur ce jeu de données pour pouvoir couper les données en deux morceaux. Un morceau qui va servir à l'identification et l'autre morceau qui va servir à la validation. Alors, maintenant, on va procéder exactement comme tout à l'heure. Donc, on va, donc la suite du workflow, là, c'est ce menu-là. Comme avant, on va sélectionner Process Model. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre un premier ordre parce que ben, c'est pas du tout l'allure d'un premier ordre. C'est un second ordre, hein, donc il faut deux pôles. Ils ne sont pas réels, ils sont complexes conjugués, donc ça équivaut à underdamped. Underdamped, c'est sous-amorti en français. Sous-amorti, ça veut dire un zeta, un facteur d'amortissement strictement inférieur à 1, et donc deux pôles complexes conjugués. Hein. Alors on garde le retard pur, on force également le gain à 1, le gain statique. Hein. En effet, une fois que le bras a fini d'osciller, il converge vers son équilibre statique, et on a vu que l'équilibre statique, quand on part de 0, c'était l'horizontale, hein, donc le gain statique est égal à 1. Celui-là, on le force pour guider en fait l'optimisation qui va trouver les paramètres manquants, et les paramètres manquants ici, c'est le retard pur, le facteur d'amortissement et la pulsation naturelle. Une fois qu'on a fait tout ça, on lance le processus d'identification, et donc on trouve
des valeurs, hein, des valeurs qui correspondent à notre modèle, masse, ressort et amortisseur, hein. Normalement, on devrait trouver en théorie, d'après les calculs qu'on a fait en théorie, un zeta égale 0, hein, donc un oscillateur parfait. Mais évidemment, dans la réalité, les oscillateurs ne sont jamais parfaits. Il y a toujours des frottements, des dissipations qui font que l'oscillation va s'amortir au fur et à mesure du temps. Et donc là, le zeta qu'on va trouver, il est presque nul, mais pas tout à fait nul, hein. Il est très très faible, ce qui reflète ce caractère très, très oscillant qu'on va chercher à amortir de manière active dans la suite, justement grâce à cette modélisation qu'on a faite. Donc là, je ne vais pas vous donner directement les valeurs, hein, donc c'est à vous de refaire toute cette synthèse et de trouver les paramètres de ce second ordre qui vont vous servir ensuite à synthétiser les différents correcteurs dans la suite de ce TP. La suite consiste à faire un asservissement de vitesse de type PD. Alors, la consigne de vitesse est évidemment nulle parce qu'on souhaite réguler la vitesse à zéro de manière à rejeter toutes les perturbations et donc que la commande le plus rapidement possible stabilise les oscillations, réduise les oscillations. Donc là, la consigne est égale à 0. On prélève bien la mesure de vitesse ici de ce bloc, donc ça c'est directement le signal qui provient du gyromètre. Et ici on a une structure PD sur la forme standard, hein, avec le P en facteur et le terme dérivé ici en parallèle, avec addition des deux effets proportionnels et dérivés à ce niveau-là. Et on a deux gains, le gain KP et le gain KD qu'on peut régler séparément au moyen de sliders et tout ça en temps réel. Et on peut aussi, si on le souhaite, visualiser la sortie. Et on lance le processus d'expérience, hein, donc de traduction de ce Simulink en code C, téléchargement sur le Raspberry Pi, compilation sur le Raspberry Pi, établissement d'une liaison TCP/IP par socket, et donc lancement automatique de l'asservissement. Là, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc le système est en route. Donc là, quand on le sollicite avec le réglage, bon, on voit qu'il y a déjà un effet stabilisant, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc à vous de régler le gain. Donc vous pouvez voir l'effet directement sur le système. Donc là, manifestement, ça marche un peu mieux encore. Alors là, on voit que ça commence à osciller du côté moteur, hein, donc il ne faut pas aller trop haut parce que ça génère effectivement, ça commence à générer des instabilités. Donc il y a un compromis à trouver, à vous de le trouver, hein, en jouant avec les deux gains, de manière à avoir le temps de réjection le plus court possible, hein. Alors la suite du TP consiste à faire une synthèse par placement de pôle de la commande de vitesse. Donc là on l'a réglé à la main au moyen de deux sliders. Ce qu'on va faire dans cette partie, c'est faire un réglage un peu plus précis, un peu plus rigoureux, un peu plus modélisé, on va dire, en utilisant l'outil RLTool. Alors pour ça, il faut, pour utiliser RLTool, il faut modéliser le système. Alors ça tombe bien, on a déjà identifié GM, qui est la fonction transfert du moteur, asservie en position. On a identifié GAP, par GAV, donc GAP c'est la fonction transfert du bras, mais on peut facilement en déduire GAV, donc la fonction transfert entre la sortie moteur et la vitesse du bras, à partir de la fonction transfert entre position moteur et position du bras. En effet, entre les deux, il y a simplement une dérivation. Donc il faut se rappeler quel est l'opérateur de dérivation
dans le domaine de la place, pour en déduire GAV de S. Donc on multiplie ces deux fonctions transfert entre elles on peut faire ça directement dans MATLAB. MATLAB permet de créer donc des objets fonctions transfert au moyen de la commande TF. Et une fois qu'on les a créés, on peut très bien les multiplier. L'opérateur est défini pour ce type d'objet dans MATLAB. Et donc c'est très pratique. On peut donc très facilement, en multipliant un GM qu'on aurait saisi au moyen de TF et un GAV qu'on aurait saisi au moyen de TF, on les multiplie, on obtient GV. Et ensuite, ce GV, on peut l'échantillonner à 100 Hz au moyen de la commande C2D. Mais alors attention, c'est l'échantillonnage avec bloqueur d'ordre 0, donc c'est l'équation 1 z 1 transform z de GV de S sur S. Et donc là, il faut mettre l'option ZOH à la commande C2D. Alors si je me rappelle bien, ZOH c'est l'option par défaut, donc si vous omettez l'option, ça prend tout de suite la bonne. À vérifier en faisant help C2D. Une fois qu'on a donc GV2Z, donc la fonction transfert échantillonnée, on peut l'importer dans RLTool, dans l'outil de placement de pôle, et on peut synthétiser un correcteur, alors du même type que le correcteur PD, alors pas tout à fait, enfin si, c'est le même type, parce que bon, on a bien le proportionnel ici, on a bien un terme dérivé là au numérateur. Pour forcer la causalité, il faut bien un dénominateur, un pôle ici au dénominateur. Donc le but va être d'abord de calculer avec les gains là, que vous avez trouvés à la main en réglant les sliders, vous allez trouver le correcteur équivalent sous cette forme-là. Donc on peut faire une réduction de schéma bloc et trouver le modèle équivalent. Avec ce modèle équivalent, donc on va en retirer la position du pôle que vous avez trouvé au moyen de vos gains, et on va se laisser la possibilité de régler le 0 et le gain. Donc on n'aura pas tout à fait le même correcteur que celui que vous avez obtenu en réglant manuellement. On aura un correcteur un peu mieux réglé et mieux adapté au modèle du système. Donc le P1, c'est celui que vous avez trouvé au moyen de vos gains en obtenant la forme équivalente comme ça. Donc ça, c'est un petit calcul que je vous laisse faire. Et le Z1 et le K sont à régler au moyen de RLTool. Et si vous avez bien travaillé, vous devriez obtenir un RLTool qui a cette forme-là, où vous réglerez le gain de manière à ce que les petits carrés rouges, je vous rappelle, les petits carrés rouges dans RLTool sont les positions des pôles du système en boucle fermée, qui se déplacent sur le lieu en fonction du gain. Et ici, vous avez par exemple la position du 0 que vous allez régler de manière à avoir cette forme-là. Donc c'est un point de séparation un peu particulier. Les points de séparation sont souvent optimaux, sont des réglages optimaux au sens du temps de réponse. En effet, là, quand tous les pôles sont suivant sur la même verticale, ont la même partie réelle, il n'y en a aucun qui domine, et c'est souvent une position, un gain pour lequel la constante de temps du système en boucle fermée la plus rapide possible, et là aussi, en l'occurrence, l'isoamortissement du système en boucle fermée est le plus haut possible, donc on veut que le système soit le plus amorti possible, donc on cherche souvent à se rapprocher de ces situations-là. Donc essayez de reproduire ça. Et une fois que vous aurez fait ça, donc vous aurez un comportement pratiquement le même, mais un peu meilleur quand même de l'asservissement, parce qu'il aura été optimisé pour avoir cette forme-là dans le lieu des racines. Et ça restera un asservissement de vitesse. Donc notamment, là, il est en train de tourner. Il est capable de rejeter des perturbations comme ça, mais si jamais, mettons, on charge la voiture, vous voyez, il ne revient pas à la position initiale. Donc il n'y a pas de régulation de la hauteur du véhicule, mettons. Et ça,
ça pose problème, évidemment, hein. Donc une suspension, c'est pas seulement l'asservissement, la réjection des oscillations, mais c'est également un maintien de la hauteur moyenne, hein, du véhicule, qui est réglable pour certains d'ailleurs, hein. Certains véhicules, vous pouvez augmenter ou diminuer la garde au sol suivant le type de route sur lequel vous circulez. Et donc ça, pour le moment, c'est pas encore fait. Donc ça consiste en un asservissement de position donc supplémentaire, hein, qu'on va intégrer à notre schéma bloc. Et c'est l'objet de la suite de ce TP. Alors, dans cette partie, on va réaliser un asservissement de position. Donc, bon, il est déjà en train de tourner là. Vous voyez ce qu'on a rajouté. Alors, on laisse la partie réjection perturbation active là, hein. Donc là, vous voyez l'asservissement de vitesse. On prélève bien la vitesse là avec le C qu'on a synthétisé par placement de pôle à la question d'avant, le 0 comme consigne de vitesse. Voilà. Et on vient rajouter là une autre boucle, une boucle de position. Vous voyez la position qu'on envoie en contre-réaction, c'est l'angle du bras. Qu'on compare à une consigne. Cette consigne est en échelon avec un correcteur ici qui permet d'asservir, hein, donc de cette position en jouant sur la consigne de position angulaire du moteur. Donc la commande, c'est la consigne de position de l'asservissement RST du moteur, et la mesure, c'est l'angle du bras qui est obtenu par intégration du gyromètre. Et on voit que cet asservissement, enfin, on devrait le voir, a une erreur statique nulle, hein. Donc vous voyez, c'est la courbe verte. Alors je vais peut-être zoomer là. Donc la courbe verte converge bien vers la courbe jaune qui est la consigne, hein. Et si j'exerce un effort, là, une perturbation, on voit bien que le moteur essaye de corriger, hein. Vous voyez, observez le moteur quand je perturbe. Voilà, il corrige, hein. Il tourne, il exerce une force de plus en plus importante de manière à corriger, hein. Donc ça, c'est l'effet intégrateur de cet asservissement. En effet, dans ce correcteur-là, il y a un intégrateur, donc il y a un pôle en 1, un pôle discret en 1 au dénominateur, et ce correcteur-là est simplement constitué d'un gain en numérateur et d'un intégrateur au dénominateur. Alors comment le synthétiser? On va le synthétiser par placement de pôle. Et tout d'abord, donc, on va commencer par identifier la fonction transfert entre ça. Donc là, vous oubliez la boucle là, hein, vous ouvrez la boucle de position, tout ça là, vous l'ouvrez, et vous mettez, comme c'est dit dans le sujet, un échelon directement superposé à la consigne de position du moteur, et vous observez la position du bras, donc le θA. Donc l'entrée, c'est ça, la sortie, c'est ça. Donc tout ça, ça apparaît dans moteur, hein. Donc vous envoyez aussi évidemment cet échelon dans le multiplexeur de manière à ce que ça rentre dans le workspace via la variable motor. Vous faites des échelons, hein, en boucle ouverte de perturbation finalement de θm étoile. Vous mesurez l'effet sur le bras. Les oscillations sont rejetées. Il y aura une dynamique, hein, qui sera celle d'un second ordre, avec un facteur d'amortissement beaucoup plus grand que le facteur d'amortissement en boucle ouverte. Donc vous utilisez les mêmes techniques qu'on a utilisées à 2 reprises précédemment dans ce TP, qui permettent donc d'identifier cette fonction transfert entre ça et ça en boucle ouverte. Ensuite, vous l'importez dans RLTool et vous faites une synthèse de ce correcteur-là en plaçant simplement ici un seul pôle pour le correcteur, hein, qui est l'intégrateur, en réglant le gain tel que c'est indiqué là, hein, de manière à avoir là en l'occurrence 3 pôles en boucle fermée qui sont alignés. Vous obtenez une réponse de ce type-là, hein, qui a une constante de temps, bon, de l'ordre à 5%, temps de réponse à 5% de l'ordre de 0,6 secondes, hein, donc c'est relativement lent. Composante lente n'empêche qui permet de réguler la position angulaire qui émule, qui simule la garde au sol du véhicule. Donc voilà la dernière partie
à réaliser pour ce TP. Quelques trucs également. Donc je le rappelle, le correcteur, c'est simplement un intégrateur avec un gain. Vous pouvez également changer la période d'échantillonnage de cette boucle spécifique de position, mais attention, il faut que ça soit un multiple de la boucle de vitesse, hein, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 4 fois la période d'échantillonnage pour la boucle de position par rapport à la boucle de vitesse. Et d'autre part, il arrive qu'il y ait un problème d'offset au niveau de la mesure du gyromètre. Hein. Donc dans ce cas-là, si vous avez un problème avec le gyromètre qui ne fonctionne pas correctement, bah, vous le débranchez et vous le rebranchez et ça refonctionne.